Ah, le tir sportif de la Fédération Française de Tir. Le rêve de tout gosse de pouvoir s'amonceler dans des salles sans aucun bruit, sans aucune musique, avec un fusil à plomb pour faire des trous dans des cartons à 10 mètres. Le tout après 15 minutes de concentration intense sans se retenir de péter, car le moindre bruit sec provoquerait un arrêt cardiaque à Dédé 85 ans. Non, c'est pas vrai. S'il y a bien un rêve de gosse que n'importe qui a pu avoir en espérant faire du tir sportif un jour, c'est bien de pouvoir rafaler comme des bourrins sur tout et n'importe quoi avec un putain de fusil mitrailleur. Malheureusement, la législation française n'encourageant pas vraiment cette activité, on doit se rabattre soit sur d'autres armes également bourrines, soit rentrer dans l'armée. Perso, j'ai fait les deux. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de fusil mitrailleur, ce que c'est et leur histoire. Pour commencer, on dit fusil mitrailleur ou mitrailleuse? Pistolet mitrailleur ou mitraillette? Putain, quand j'entends mitraillette ou mitrailleuse, j'ai tellement envie de... Alors pour faire simple, mitraillette et mitrailleuse, ça n'existe pas. Ma petite hypothèse perso, c'est que les films américains ont été traduits par des putains de... Bon déjà, qu'est-ce qu'un fusil mitrailleur? Bon, tout le monde s'accorde à dire qu'un fusil mitrailleur, c'est simplement une arme qui tire en mode automatique. C'est-à-dire qu'elle continue à tirer automatiquement tant que vous laissez votre doigt sur la queue de détente. Bah non, un M4 en catégorie A par exemple, tire aussi en automatique, et n'est pas classé comme fusil mitrailleur, mais comme fusil d'assaut. Donc non. Pour certains, si l'arme possède un chargeur ou une bande. Bah non, le RPK, le FAL ou le Lewis par exemple, ont des chargeurs modulaires, pourtant ils sont classés comme fusil mitrailleur. Bon ok, avec les évolutions des armes à feu à travers l'histoire, pas évident de se faire une vraie définition. Donc disons que c'est un truc à peu près comme ça. Un fusil qui est fait pour avoir une grosse cadence de tir et qui est utilisé dans un combat ou une mission nécessitant une cadence de tir élevée. Ça manque de mots littéraires, c'est normal, c'est ma définition perso. Et dans celle-là, je mets en avant la fonction de l'arme et du combattant, plutôt que le mode de fonctionnement du fusil. Bon ok, avec les avancées technologiques, pas facile de se faire une vraie définition de ce qu'est un fusil mitrailleur à travers l'histoire. Vu que les points clés pour la fabrication de nouvelles armes, l'augmentation de la cadence de tir par tous les moyens était très largement mis en avant. Ce fusil par exemple est bien classé comme fusil mitrailleur, car sa cadence de tir était largement supérieure à celui d'un fusil classique pour son époque. Le M16 par contre non, il a beau tirer en automatique et avoir une bonne cadence de tir, il n'a jamais été conçu pour ça. Surtout que contrairement à une idée reçue, les militaires ne tirent jamais en automatique avec leur fusil d'assaut. Bref, pour beaucoup, le premier fusil automatique de l'histoire reste le Maxim. Sauf que si on prend la définition d'une grande cadence de tir à travers l'histoire, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Comme par exemple ce fusil-là, la Gatling Gun. Non, pas cette version-là, on parle d'armes dans l'histoire. Voilà, celle-là. Ce fusil a été une putain de révolution pour l'époque, avec une cadence de tir sans précédent. Bon, on va remonter dans le temps et voir quel a été le tout premier fusil mitrailleur de l'histoire. En sachant que je vais pas m'attarder sur toutes les tentatives désespérées pour augmenter leur cadence de tir pour en faire des fusils mitrailleurs. Sinon j'en ai pour la journée. Celui qui est réellement considéré comme le tout premier fusil mitrailleur de l'histoire, c'est celui-là, le James Puckle sorti en 1718. De son surnom, le fusil de tourelle ou la mitrailleuse anti-musulman. Oui, je sais ce que vous vous dites, je sais. On avait dit qu'on disait pas mitrailleuse, je sais. De quoi? Anti-musulman? Bon ok, c'est vrai que ce terme il est pas très pas d'amalgamesque, mais bon. Déjà, pour commencer, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, et faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était un temps où les musulmans foutaient la merde en Occident, c'est-à-dire entre le 7e siècle et 2018, donc ça va, c'était une autre époque. Bref, le James Puckle, créé par l'anglais James Puckle, oui, est un fusil à silex. Son mécanisme n'est pas très fiable, et sa conception moyenne l'a rendu très peu utilisable. Mais sa cadence de tir théorique était impressionnante pour son époque. On passe de une cartouche la minute à 63 en 7 minutes, avec barillet préchargé bien sûr. Malheureusement, cette arme totalement anachronique est restée un échec. Beaucoup trop de défauts pour son époque, et elle restera classée comme arme de merde. Son époque ne permettait pas de sortir une telle technologie, mais elle a permis de lancer le concept, qui sera ensuite repris bien plus tard. On a tendance à dire que la suivante est directement la Gatling, que les fusils mitrailleurs n'ont aucun avenir tant qu'on ne sortira pas enfin les cartouches à étui, ce que j'ai pu lire sur pas mal de forums et de magazines. Eh ben putain non, des tentatives plus ou moins réussies pour en faire malgré les cartouches à papier, il y en a eu une chier. Mais l'histoire n'en a pas vraiment eu grand chose à branler, à tel point que trouver des informations sur le sujet a été une putain de galère. Certains se sont fait remarquer, comme celle de William Gardner, la Ridley Gun ou la mitrailleuse Lowell, toutes fonctionnant avec cartouche papier et ce bien avant la Gatling Gun. D'autres se sont fait remarquer avec des systèmes un peu plus originaux. On arrive donc à la Gatling Gun, créée par l'américain Richard Gatling en 1862, utilisant encore des charges papier mais modifiées en 1866 pour enfin tirer des cartouches à étui en laiton. Et là on fait un bond de taré niveau armement, surtout pour cette époque où les soldats utilisaient encore des batailles rangées. Ce fusil fonctionne en tournant une manivelle. Cette arme est donc un fusil à rechargement manuel, alors qu'aujourd'hui les rechargements de Gatling nouvelle génération se font soit de façon électrique, soit à gaz, pneumatique ou hydraulique, suivant le modèle. Qui ne connaît pas la Gatling Gun sérieusement? C'est sûrement le fusil mitrailleur le plus mythique de l'histoire. La grande force de ce fusil, quelle que soit son époque, c'est son immense capacité de tir. Mais sa plus grande faiblesse, c'est son immense capacité de tir. Les munitions coûtent cher et l'armée américaine n'en acheta quasiment pas à sa sortie, et jamais officiellement. Je parle bien de l'armée américaine, car à cette époque, ils ne se battaient que contre des Indiens armés de cailloux, donc cette machine était moyennement nécessaire. Bon, bien sûr, à quelques exceptions près.
Par contre, d'autres armées, comme l'Angleterre, en étaient très friands pour installer sur leurs navires. Aujourd'hui, elle n'est encore que très peu utilisée, un petit peu sur les hélicoptères américains ou sur les navires. Il y a bien sûr des variantes avec de dernières technologies modernes mises à disposition, comme le Phalanx, mais utilisé uniquement pour de l'antimissile ou de l'antinavire. Donc simplement pour de la défense de dernier recours et jamais pour de l'attaque. Après la Gatling, on arrive enfin aux fusils mitrailleurs modernes, c'est-à-dire ceux qui tirent automatiquement quand vous laissez votre doigt sur la queue de détente. On va parler de lui, Hiram Maxim, qui est un ingénieur connu comme fabricant d'armes. C'est un Anglais d'origine américaine. On va se remettre dans le contexte de l'époque, les armes à feu sont en plein essor. Tout le monde cherche de nouveaux moyens pour se trucider, et Maxime travaillait comme ingénieur dans une société électrique. Il était doué dans beaucoup de domaines, mais préféra se tourner vers les armes à feu, bien plus rentables. Il se rappela de son enfance, il avait tiré avec un fusil, et le recul l'avait fait tomber. Troisième loi de Newton, pour chaque action, il doit y avoir une réaction égale et opposée. Et il s'était donc dit, pourquoi ne pas utiliser ce recul pour automatiser un fusil? Bon, à 14 ans, il travaillait dans une entreprise automobile, et s'était fait remarquer parce qu'il voulait tout automatiser. Donc jusque-là, réaction normale. À cette époque, les seuls fusils qui tiennent encore la route sont les Gatling Gun, et tous ceux qui ont repompé l'idée, comme la Gardner Gun. Ouais, on y sent une petite inspiration. Sinon d'autres armes, comme le Nordenfeld, qui est tiré d'armes déjà surexploitées, comme j'ai déjà dit précédemment. Qui est bien classé comme fusil mitrailleur, mais qui reste qu'une rangée d'une douzaine de canons maximum. Qui peut tirer un à un ou tous en même temps, puis ensuite recharger manuellement. Même si comme ça a l'air assez ridicule, bah pour cette époque c'était pas si mal. Elle sera même adoptée par l'armée britannique, avec la Gatling, la Maxim et la Gardner entre autres. Hiram Maxim créa donc son système de rechargement par recul, utilisant l'énergie de la munition tirée pour recharger. Ce système apportera pas mal d'avantages. Limitation du recul de l'arme, étant donné qu'une partie du recul est utilisée pour recharger le fusil. Le fait d'appuyer sur la queue de détente plutôt que de tourner une manivelle rend également l'arme bien plus précise. Elle bouge beaucoup moins et le tireur ne perd pas de concentration avec une autre action que simplement viser. Le système d'ouverture de culasse refroidit également l'arme. La culasse s'ouvre pendant quelques dixièmes de seconde à chaque fois, ce qui permet de ventiler, donc ne rend pas nécessaire le fait d'avoir plusieurs canons. Mais ce qui ne sera pas suffisant, les versions suivantes auront un système de refroidissement à eau. D'autres versions, comme la russe, aura un système pour y mettre de la neige. La neige étant assez facile à trouver dans le secteur. La Gatling apportera aussi un système à bande, qui permettra de ne plus avoir de taille maximale de chargeur. Ce système à bande est un gros point clé pour les fusils mitrailleurs. Ils n'ont pas arrêté d'évoluer et continuent encore aujourd'hui. Pour ce qui est des modes de chargement, le système à bande reste le plus connu et le plus utilisé. Mais les chargeurs modulaires sont encore utilisés sur les fusils mitrailleurs aujourd'hui. La FN Minimi par exemple, qui est le fusil mitrailleur de petit calibre le plus connu et le plus utilisé au monde. Il utilise des chargeurs à bande, mais possède aussi un puits de chargement pour y mettre des chargeurs autant. Et c'est le tireur qui décide s'il veut mettre une bande ou un chargeur amovible. Car oui, le chargeur à bande a quand même ses défauts. Déjà, le chargement est un peu plus lent, l'encombrement des munitions si on n'a pas de chargeur toile, et surtout, la surconsommation de munitions. Le tout, ça donne à la Gatling une cadence de tir juste hallucinante pour l'époque. Pour la suite des fusils mitrailleurs, il y en a eu une chier forcément, comme la légendaire Vickers, le un peu moins connu PM 1910, ou encore le MG8. En France, pour la Première Guerre mondiale, on a eu entre autres l'excellent fusil mitrailleur Hotchkiss et le Chauchat. Ce dernier étant reconnu comme étant l'une des armes les plus pourries de l'histoire. Ce qui est pour ma part surexagéré. La France a eu beaucoup de retard sur la conception de ses premiers fusils mitrailleurs, et le plus gros souci qu'elle a eu pendant la Grande Guerre, c'est surtout que les Allemands savaient déjà s'en servir pendant 10 ans, alors que la France venait juste de les acquérir et ne savait pas encore comment les utiliser à bon escient. Bon, les Allemands ont eu un grand avantage début de la Première Guerre mondiale grâce au fait qu'ils se sont empressés d'acheter une licence Maxim pour pouvoir en produire chez eux et s'entraîner avec, alors qu'ils étaient un gros point clé des guerres modernes. Mais il faut aussi se mettre à l'évidence qu'il n'y a pas que ça, les fusils mitrailleurs français sont particulièrement mauvais. Mauvais pour pas dire merdique. Bon après, sans vouloir trouver d'excuses, la France est un pays de guerriers et d'armes à feu. Le pays qui a le plus grand nombre de victoires militaires au monde, le pays des avancées technologiques en matière d'armement, le pays le plus craint pour son armée pendant plus de 1000 ans, celui qui créa les premiers chars d'assaut et reconnu pour ses avions de chasse, c'est un pays de culture d'armes à feu et de guerriers, pas fait pour les gauchistes avec une sensibilité de bisounours sous MDMA. Enfin, sauf depuis quelques années bien sûr. Mais malgré tout ça, s'il y a bien un type d'arme qu'on n'a jamais su faire, c'est bien les fusils mitrailleurs. À tel point, on a beau savoir faire des fusils d'assaut, des ogives nucléaires ou des avions de chasse, pour les fusils mitrailleurs, bah, tout le monde achète américain ou belge. Ce fusil par exemple, c'est le 24-29, fusil mitrailleur français de la Deuxième Guerre mondiale. Son petit défaut, c'est que cette arme a un chargeur modulaire de 25 cartouches. 25 cartouches seulement pour un fusil mitrailleur, c'est ridicule, toute époque confondue. Bref, après la Gatling et la Maxim, beaucoup d'autres fusils mitrailleurs ont vu le jour d'un petit peu partout. Tellement que c'est bien sûr pas possible d'en parler et de toute façon pas intéressant. Certains sont juste bizarres comme celui-là qui ressemble juste à une poire à lavement. Après la Première Guerre mondiale, beaucoup de pays se sont mis à la conception de fusils mitrailleurs et de chars d'assaut. On sait jamais si ça venait à recommencer. En 1921, les Américains et les Belges créèrent l'un des fusils mitrailleurs les plus connus du XXe siècle, la Browning M2.
connu aussi sous le nom de MIT 50 et en France simplement la 12-7. Fusil tiré du Browning 1917, qui est un fusil mitrailleur de petit calibre, qui arriva en fin de guerre et qui sera vite remplacé par le Browning 1919. Également de petit calibre, les grosses modifications ont été de virer les systèmes de refroidissement par eau, qui devinrent vite problématiques, et aujourd'hui il est remplacé par le M60. Le fusil mitrailleur 12-7 de calibre 12-7 est encore aujourd'hui le fusil mitrailleur de gros calibre le plus utilisé au monde. Les dernières modifications en date ont été le fait de modifier le système pour changer le canon plus rapidement. Pour dire à quel point on tape dans du détail pour une arme aussi vieille. La Deuxième Guerre mondiale a vu naître énormément de fusils mitrailleurs, mais il y en a un dans le tas qui s'est vraiment fait remarquer. Le MG42 et sa cadence de tir de taré. Inégalé encore aujourd'hui, il a été modernisé, et le calibre a été changé pour passer du 7,92 Mauser au 7,62 par 51 autant. Mais le mécanisme, lui, n'a pas bougé. Beaucoup de tentatives ont été faites pour essayer de le passer en petit calibre, mais ça n'a jamais fonctionné. Et a donc été laissé en fusil de moyen calibre. Il reste encore aujourd'hui le deuxième fusil avec la plus grande cadence de tir au monde. Ouais, enfin, troisième devant la Gatling si on prend en compte ce truc-là. Alors ça, c'est aussi classé comme fusil mitrailleur. Les balles sans étui sont placées les unes derrière les autres et se déclenchent par impulsion électrique. Mine de rien, ce truc peut monter à 1 million de balles tirées la minute. Bon, elle est un peu hors concours car utilisée uniquement pour de la défense anti-atomique. Mais bon, elle existe et c'est de la fabrication australienne. En 2018, le nombre de fusils mitrailleurs existants est juste impressionnant. Je vous laisse un dossier de renseignement dans la description avec les fusils existants, loin d'être exhaustif en plus, histoire que vous vous rendiez compte à quel point il peut y en avoir. Mais malgré le nombre de fusils existants, toutes les armées utilisent à peu près les mêmes. Pour du petit calibre, la FN Minimi qui est franco-belge, c'est là où ses nombreuses variantes, comme le M249 pour les Américains. En moyen calibre, la Minimi 702, la FN Mag 58 ou le M60. Pour tout ce qui est pays du tiers-monde ou à la dèche, les fusils RPK ou PKM sont extrêmement représentés. L'URSS a fabriqué énormément de ce type d'armes pendant la guerre froide, et même après d'ailleurs. Ce ne sont pas des fusils mitrailleurs exceptionnels non plus, mais ils ont l'avantage d'être faciles à trouver, pas chers et rustiques. Et en gros calibre, tout le monde reste sur la mitrailleuse lourde de calibre 12-7 américano-belge de 1921. Ouais, quand je disais que la France ne savait pas faire de fusils mitrailleurs, en vrai, il y a très peu de pays qui savent en faire. Certains chars sont sur du canon de 20 mm. Putain, la douille de 12-7 à côté, elle paraît ridicule, quoi. Malgré ça, on arrive tranquillement sur du canon de 25 mm. Et nos hélicoptères de combat sont sur du 30 mm. Enfin voilà, c'était une vidéo brève sur l'histoire des fusils mitrailleurs. Bref, parce qu'il faut vraiment jeter un œil pour se rendre compte à quel point il a pu y avoir de fusils mitrailleurs à travers l'histoire, à quel point ils ont eu un impact énorme sur le monde actuel. Et ils ont complètement remodelé les combats d'infanterie modernes, particulièrement depuis le fusil Maxim, qui permettait de gagner des batailles avec une poignée de soldats. Comme le dit le très célèbre extrait de poème, « Tout ira bien, quoi qu'il arrive, nous avons des fusils Maxim. » Et eux, non. Ces fusils ont complètement détruit le concept de ligne ou de bataille rangée, pour les remplacer par des manœuvres postées à l'abri des tirs. Les prouesses en termes de balles de nouvelle génération, fusils à cadence de tir rapide ou armes explosives avaient déjà largement contribué à ça. Mais l'arrivée des premiers fusils mitrailleurs y a définitivement mis un terme. On est sur un système d'armes où un seul tireur peut tenir tête à des dizaines, voire des centaines d'ennemis. On a déjà eu l'exemple avec l'allemand Heinrich Zivelo et son MG42, ou l'américain Audie Murphy et sa Browning M2. Personnellement, j'ai déjà tiré à la 12-7, la Minimi 556, la Minimi 702 et la NF1. Et putain, ça me manque. J'espère qu'un jour la FF Tier l'autorisera enfin en stand. Bon, j'y crois pas trop, hein. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. On se voit la prochaine, à plus tard. Sinon, vous imaginez bien que mon contenu n'est pas très ad-friendly et que c'est pas avec les 3 € que YouTube me file tous les mois que je vais faire évoluer ma chaîne. Donc, encore merci à tous les tipeurs. Si la chaîne évolue et que je peux proposer beaucoup plus de choses, ce que vous verrez prochainement, c'est grâce à vous.